Donc on va regarder ensemble quelques passages de l'interprétation des rêves. L'intention étant non pas de reconstituer la conception que Freud, ou l'invention par Freud de la pratique de la psychanalyse, ni même la constitution de sa théorie, mais des exemples à partir desquels on peut le voir réfléchir, hésiter, revenir, se reprendre, et donc essayer de mieux comprendre sur quelles difficultés il bute et comment à la fois il tient compte de ce qui lui est donné, du matériel, des rêves, puisque là c'est dans l'interprétation des rêves, les rêves qu'il a fait lui-même ou qui lui ont été rapportés ou qu'il a lus dans la littérature, tout en maintenant d'une façon presque fanatique l'intuition qu'il a eue. Alors, au fond, c'est intéressant de se rapporter à des biographies de Freud pour savoir comment s'est passé pour lui l'invention ou la découverte de sa grande découverte, qui a été l'événement de sa vie, de cet homme ambitieux qui avait des difficultés à réussir dans la carrière médicale parce qu'il y avait un numerus clausus plus ou moins ouvert en Autriche. Il avait des intuitions, des difficultés. Alors on connaît maintenant mieux cette période de gestation parce qu'a été publiée, je ne sais pas quand dans les années, mais Patrick va le savoir, sous le titre « Naissance de la psychanalyse, la correspondance de Freud avec son ami Fliess », dans les années 50, voilà, quand on était jeune. Et dans cette correspondance, Freud fait état de ses doutes, des hypothèses qui lui viennent. Il les discute avec celui qui était à l'époque son grand confident, Fliess, avec qui ensuite d'ailleurs il s'est brouillé à cause de certains dissentiments. Donc on connaît maintenant assez bien cette période de gestation. Moi je me rapporte à un livre que j'aime beaucoup, que je vais vous signaler, qui sous le titre « La révolution psychanalytique » est un livre de Marthe Robert, qui est un très bon livre sur la vie et l'œuvre de Freud. En français c'est un des textes les plus je dirais les plus neutres, les plus objectifs, les plus fouillés. Et Marthe Robert, j'ai plaisir à la citer parce que son nom a déjà été évoqué. Comme vous savez, c'était une amie d'Artaud, d'Adamov, dont on a parlé l'autre jour, pour ceux qui se souviennent. C'est la traductrice du journal de Kafka, excellente traduction qu'elle a faite du journal de Kafka. Elle a écrit un livre sur Kleist pour ramener, pour un peu, vous voyez, avec mon balai, ramener tous les trucs qu'on a fait. Et donc, Marthe Robert, dans ce livre, d'abord, elle date, elle rapporte que c'est le 24 juillet 1895 que Freud a, pour la première fois, fait l'analyse complète d'un rêve et a eu le sentiment que s'ouvrait devant lui cette voie royale vers l'inconscient qu'était le rêve. Alors, la rédaction de la Traumdeutung, de l'interprétation des rêves, comme on a traduit aujourd'hui, autrefois on disait la science des rêves, mais ça paraissait un peu trop archaïque comme terme. Cette rédaction, au fond, il l'a achevée en 1899 et le livre est paru à la fin 1899, disons 1900. C'est une des grandes œuvres fondatrices. C'est un livre qui n'a trouvé sa forme actuelle qu'au terme de, je crois, 9 éditions. Et dans chaque édition, Freud revenait, ajoutait des éléments qui lui étaient venus, des compléments qui lui avaient été donnés par des disciples ou par des amis. Oui, c'est scandaleux. Et, je ne comprends pas. Les psychanalystes aujourd'hui n'ont plus le savoir-vivre d'autrefois. Mais. C'est l'inconscient qui parle. Ouais, ah, c'est ça.
Qui? Azéma. Qu'est-ce qu'il dit? Vas-y. Il dit un grand bonjour et qu'il n'est pas là aujourd'hui. Ben, je regrette. Alors, oui, donc au cours de ces éditions, Freud revient là-dessus et commente même des commentaires qui ont été faits de son texte par diverses personnes. Alors, bon, je ne vais pas entrer dans ce livre-là, l'interprétation des rêves, dans les années, je sais pas, à la fin des années 50, 60, 70, il était beaucoup lu. Je crois qu'il l'est beaucoup moins aujourd'hui. C'est-à-dire, la psychanalyse continue d'occuper une place qui a dû se modifier au cours des années. Je ne sais pas exactement la pratique de la psychanalyse, les discussions autour de la psychanalyse, qu'il faut faire, comment... tout ça, ça continue en France, dans d'autres pays. Peut-être... bon, enfin, j'en sais rien. Mais la lecture qui était très importante de ces textes, je crois, est devenue moins intense. Bon, moi, je me souviens d'avoir assisté au séminaire de Lacan, et Lacan a joué un rôle très important parce que dans l'état où était la psychanalyse, où il a trouvé la psychanalyse en France et sur le plan international, il a considéré que ce qui manquait, c'était justement une analyse précise des grands textes fondateurs de Freud. C'est-à-dire l'interprétation des rêves, le mot d'esprit et cerveau avec l'inconscient, les essais sur la théorie de la sexualité. Et donc, il a incité ses auditeurs dans un langage qui la plupart du temps n'était pas très compréhensible, mais enfin qui était inspiré et génial. Il les a incités à lire les choses de près. Et ça a été, je crois, très bénéfique. Et même si j'ai jamais été lacanien ni maoïste, je dois beaucoup à Lacan, en ce sens, parce qu'il incitait ses auditeurs à regarder les choses de près. Bon, alors, encore quelques mots. Ce que dit Marthe Robert, qui me paraît très juste, c'est que dans ces années-là, Freud a cet esprit extrêmement, incroyablement ouvert à toutes les difficultés et à toutes les résistances que la réalité impose au désir de comprendre. Mais en même temps, il a, dans ces années-là, ce qu'elle appelle une croyance absolue dans le déterminisme de l'esprit. J'aime bien cette phrase, je la trouve juste, oui. Enfin, je ne veux pas la commenter trop longuement, mais croyance absolue dans le déterminisme de l'esprit, oui, c'est-à-dire, si il se passe quelque chose dans l'esprit, on pense à un truc, on a une image, on a un mot qui vient, on en oublie, il y a une raison, et Freud veut la trouver. Cette croyance est vraiment une croyance. Bon. Et pour ne pas vous masquer ma pensée, cette croyance est fausse. Mais, bon, ça c'est mon point de vue. Hein. Mais lui, il y croit dur comme fer, et c'est là-dessus, comme elle le dit très justement, une de ses idées les mieux ancrées, sans quoi la psychanalyse serait en partie incompréhensible. Il y a un déterminisme absolu. S'il y a ça, c'est, comme on disait vulgairement dans ces années-là, 70, c'est pas par hasard si... Non, c'est peut-être pas par hasard, mais entre c'est pas par hasard et trouver la concaténation, la chaîne de détermination qui font que j'ai oublié le nom de Signorelli ou je me suis trompé d'heure, j'ai oublié de venir à mon rendez-vous, ça c'est autre chose. Mais la psychanalyse est fondée sur cette croyance-là, même si aujourd'hui les choses ont peut-être changé, c'est-à-dire que c'est la pratique qui l'emporte. Et Pierre, oui. C'est pas par hasard que le supplément du Monde Sens et Techno a 2 pages sur modéliser la machine à penser, le fonctionnement de notre cerveau peut-il être simulé sur ordinateur. Oui. Et les gars qui ont un projet comme ça, ils risquent de décrocher un financement de 1 milliard d'euros. Oui. Donc Freud est battu. Oui, non, mais qu'on cherche qu'on cherche à démontrer ce déterminisme de l'esprit, pourquoi pas. Pour ma part, je pense que non seulement le rêve, mais toute une série de phénomènes psychiques tout à fait passionnants
ne justifie pas une explication complètement probante des raisons, des chaînes pour lesquelles, à la suite desquelles, on a pensé ceci ou on a imaginé cela. Je trouve qu'il y a, oui, je m'excuse, là j'entre dans la polémique tout de suite, il y a quelque chose là-dedans de fictif qui est tout à fait passionnant, et pour moi l'exemple littéraire le plus le plus beau de quelque chose qui a précédé Freud de loin se trouve dans l'œuvre d'Edgar Poe, mais tu vas me dire exactement dans quel récit, où le chevalier Dupin, dont Lacan a tellement parlé, le chevalier Dupin, qui est le détective qu'a inventé Edgar Poe, il y a un passage où le chevalier Dupin marche avec le narrateur et reconstitue dans le détail, à partir simplement de la démarche de celui qui est à côté de lui, l'enchaînement exact de ses pensées. Il lui dit, oui, vous êtes en train de penser ça parce que tout à l'heure il y a eu ci, il y a eu ça. Bon, alors cette croyance, à mon avis, elle est fictive, mais comme elle donne lieu à la psychanalyse, donc il y a des gens qu'elle aide à vivre, donc je ne veux pas les plonger dans le malheur, mais donc je voudrais regarder ces trois textes pour voir comment Freud procède. Et on a... Je peux juste insinuer une chose. D'une part, oui, effectivement, le fait de c'est pas par hasard, c'est absolument freudien, en quelque sorte, une sorte de négation absolue, effectivement, du hasard. Bon, par exemple, dans la psychologie de la vie quotidienne, il dit, donnez-moi un nombre par hasard, et il se fait fort de dire, justement, que la réponse qui sera donnée sera tout à fait déterminée, que s'il dit 73, c'est parce que, etc., etc. Bon, enfin, alors justement, c'est sur le parce que. D'un autre côté, il me semble justement que Freud réfléchit et modifie très profondément ce qui s'appelle déterminisme, en quelque sorte, ou plus exactement ce qu'il appelle la causalité. Donc la question effectivement du mode de causalité des événements psychiques est une question qui n'a pas cessé justement d'intéresser Freud. Donc ça ne veut pas dire exactement qu'il y a une cause. Encore faut-il s'entendre justement sur le mode de la causalité psychique ou de la causation en quelque sorte. Et je crois qu'il y a une réflexion de Freud à peu près ininterrompue justement sur ce point, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire quand on dit justement qu'un événement psychique est déterminé en quelque sorte, ou qu'on essaie de lui assigner une cause. Oui, non. Donc mais... ça n'a rien de mécanique, etc. C'est pour ça que je veux dire, c'est pour ça que la question justement que donnait Cantor était peut-être un petit peu décalée, parce que ces gens-là justement ne s'intéressent pas tellement justement sur ce que ça veut dire que la causalité psychique. Mais oui, je voudrais prolonger ce que tu dis, c'est-à-dire non seulement il ne s'en tient pas à une version simpliste de la détermination, c'est-à-dire A cause B, mais il invente le concept de surdétermination, qui suppose donc A cause B, mais en fait B est sans doute causé aussi par autre chose, et du coup ce qui l'intéresse, c'est de mettre à jour des mouvements, des forces, qui poussent dans telle ou telle direction et dont l'effet se fait sentir dans les rêves. Alors, bon, là aussi, vous pouvez intervenir comme vous voulez. On a choisi trois textes, mais en fait, je crois qu'on va s'en tenir à deux. Alors, les deux premiers textes concernent le premier, un rêve, celui... on vous a distribué des papiers, c'est l'édition PUF. Celui... Non. Non, je l'ai mis dans l'ordre. Celui qui est au début du chapitre 7, Psychologie des processus du rêve, où là, il n'est pas question du travail du rêve, il est question simplement de décrire comment ça se passe. Et c'est un rêve tout à fait singulier, c'est de celui du père qui veille son enfant mort et qui rêve que l'enfant vivant vient le prendre par le bras et lui dit « Père, ne vois-tu donc pas que je brûle ?»
Et ce qui est intéressant dans ce rêve tel qu'il figure dans l'interprétation des rêves, c'est que ce rêve ne reçoit pas d'interprétation au sens freudien. En un sens, il n'y a rien à interpréter, il s'agit simplement de comprendre comment ça se passe, il n'y a pas d'interprétation particulière. Donc ce rêve, moi personnellement, m'intéresse sous cet angle, parce que il résiste au désir d'interpréter par sa force propre. Il y a un deuxième rêve qu'on vous propose. Alors là, c'est pas l'enfant qui est mort, c'est le père. Donc je le résume brièvement. C'est dans le chapitre, alors cette fois-ci, le travail du rêve. Et là, il y a une interprétation. Enfin, il y a une interprétation minimum. Le rêve est le suivant: un homme qui a soigné son père malade et qui a beaucoup souffert de sa mort fait peu de temps après cette mort le rêve absurde suivant. Alors, absurde, pour Freud, c'est un indice. Le rêve est absurde, il y a quelque chose qui ne colle pas dedans, donc ça demande interprétation. En tout cas, ça demande un supplément. Il faut qu'on ajoute quelque chose pour comprendre pourquoi le rêve se présente sous cette forme. Donc il fait le rêve absurde suivant, le fils du père mort. Son père était de nouveau en vie et lui parlait comme d'habitude, mais, chose étrange, alors c'est un commentaire, il était mort quand même et ne le savait pas. Ça plonge dans la perplexité, donc je répète, le père était de nouveau en vie et lui parlait comme d'habitude, mais il était mort quand même et ne le savait pas. À vrai dire, quiconque a rêvé un peu dans sa vie a dû avoir des rêves analogues. Donc ça, c'est le deuxième rêve et dont on va parler. Et le troisième qu'on avait choisi, celui de la monographie botanique, donc c'est un rêve qui est très connu, dans lequel Freud entre dans le processus de l'interprétation, c'est-à-dire en sélectionnant divers éléments qui composent le rêve et en les rattachant à des événements de la vie psychique qui ont précédé par une série d'associations d'idées. L'idée étant que il peut mettre au jour quelque chose qui produirait, qui amènerait à cette idée que Freud a écrit. Je le lis rapidement, c'est dans puisqu'on ne va pas en parler, c'est dans le premier chapitre interprétatif, matériel et source du rêve, page 153. Le rêve est le suivant, il est très bref, c'est un rêve de Freud lui-même. J'ai écrit la monographie d'une certaine plante, le livre est devant moi, je tourne précisément une page où est encarté un tableau en couleur. Chaque exemplaire contient un spécimen de la plante séchée comme un herbier. Alors ça c'est le rêve, et qui fait 4 lignes, et ensuite il y a une interprétation qui est très longue et qui rattache chacun des éléments à des événements de la vie psychique passée. Mais cette interprétation est interrompue d'une certaine façon. Elle ne va pas effectivement jusqu'au bout, et ce rêve sert à illustrer d'autres choses que finalement de l'interpréter. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas compris. Il y a un moment où il dit je ne... C'est très personnel. Ah oui, non, mais ça, il y a beaucoup de rêves de Freud et qui évidemment sont personnels, mais c'est-à-dire qu'il s'agit de montrer effectivement comment les motifs se rapportent effectivement les uns aux autres, hein, mais il dit je ne vais pas le pousser plus loin en quelque sorte, cette interprétation. Je veux simplement montrer par là qu'il n'y a rien justement enfin, que le rêve ne se porte pas uniquement justement sur des choses indifférentes de la vie du jour du rêve, comme il dit. Voilà, c'est page 156. Pour des motifs étrangers au sujet, bon donc on n'en saura rien, autant dire je ne dirai rien, je ne continuerai pas l'interprétation de ce rêve. Mais j'en indiquerai seulement la direction, etc. Donc cette interprétation n'est pas
délibérément en quelque sorte n'est pas poussé. Donc c'est pas là aussi dans ce rêve-là, c'est pour ça qu'on l'avait un petit peu choisi. Là aussi dans ce rêve-là, c'est pas exactement le travail de l'interprétation qui est au premier plan, même si évidemment il est beaucoup plus développé que dans les deux autres. Hein. Mais il utilise ce rêve pour d'autres raisons, c'est-à-dire pour montrer en particulier comment, puisqu'il y a deux événements importants qui s'étaient passés la veille, hein, et que le rêve sélectionne délibérément justement l'événement sans importance. Enfin, deux événements importants, je m'exprime très mal. Non, il y a deux événements qui figurent dans le rêve, mais que le rêve sélectionne justement un événement sans importance, c'est-à-dire le fait qu'il avait vu dans une vitrine un nouveau livre qui était une monographie botanique. Bon. Alors pourquoi justement le rêve sélectionne ça, alors que ce dont il s'agit dans le rêve, à ses yeux, au terme de cette ébauche d'interprétation, se rapporte plutôt donc à la conversation qu'il avait eue le soir même avec son ami ophtalmo, etc. Bon. Oui, l'interprétation, c'est vrai, elle s'arrête, et elle s'arrête d'ailleurs sur une note tout à fait intéressante, parce que dans ce chapitre, ce que Freud met en place, et que sur quoi Lacan avait insisté justement, c'est ces deux mécanismes que sont le déplacement et la condensation. On en a beaucoup entendu parler à l'époque, c'était vraiment intéressant, déplacement et condensation. Ça serait ça qui se passe dans le rêve. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans la page suivante de celle que tu viens de citer, il vient d'expliquer que pourquoi, selon lui, certains éléments sont mis en avant. Alors, il écrit ceci, qui est caractéristique de sa capacité à s'interroger, même s'il garde en arrière-plan la conviction absolue et presque héroïque qu'il lui faut défendre jusqu'au bout l'idée de cette détermination par l'inconscient et des forces inconscientes. Alors, il vient de donner une explication, de la relation entre Flora, Gärtner, sa femme florissante, etc. Sur un rêve qui met en jeu d'ailleurs quelque chose qui est important, c'est que cette monographie botanique fait penser Freud, dans une association libre, à une monographie qu'il a faite effectivement, qui est une monographie sur la coca, puisqu'il a beaucoup travaillé non seulement sur la cocaïne, mais il a abusé de ce produit pendant des années. Il y a des critiques américains qui ont beaucoup insisté sur le fait qu'une grande partie de son œuvre de cette époque est l'œuvre d'un cocaïnomane. Je ne dirais pas du tout jusque-là, mais c'est un point qui est assez important dans sa vie. Il a cherché à faire œuvre scientifique en étudiant la coca. Alors, bon, peu importe maintenant le détail, vous regarderez. Il écrit ceci, que je sais bien que l'on considérera cette explication comme arbitraire ou artificielle. Que serait-il arrivé si le professeur Gärtner et sa jeune femme florissante n'étaient point survenus? Si la malade dont il avait été question s'était appelée Anna au lieu de Flora? Donc il a la capacité d'interroger le caractère probant de ses propres hypothèses. La réponse est facile. Son esprit est vraiment fertile, c'est merveilleux. Enfin, c'est dramatique en même temps, parce que son esprit est trop fertile. Si ces chaînes d'idées n'avaient pas été possibles, parce que c'est ça qui est au fond du truc, c'est les chaînes d'idées. C'est cette vieille idée de la psychologie avec laquelle il ne rompt pas, qui pour lui est un point de départ, que une idée en entraîne une autre. Marabout, bout de ficelle, je pense à ça, qui me fait penser à ça, etc. Si ces chaînes d'idées n'avaient pas été possibles, d'autres auraient pris leur place. Il est aisé d'établir ces sortes de relations, nous le savons, grâce aux énigmes et aux jeux d'esprit. Leur domaine est illimité. Je dirais plus, s'il n'avait pas été possible de forger suffisamment de chaînons entre ces deux événements de la journée, le rêve aurait eu un autre aspect. Donc, il prend ces éléments, il les met en relation, mais peu importe, en réalité, ce qui compte, c'est de mettre à jour les forces inconscientes qui, au cours du rêve, la censure étant levée pour telle ou telle raison, produisent ce qui se passe dans le rêve. Alors maintenant, moi je vous invite à vous reporter donc au premier rêve, celui de si bouleversant, celui de l'enfant mort qui
vient chercher son père. Alors, ce rêve, je ne sais pas pourquoi, il m'intéresse parce que il est une de ces occasions nombreuses dans les rêves où quelqu'un qui est mort se retrouve de nouveau vivant et nous parle. Et la question, c'est, je la formulerai ainsi. L'autre jour, je disais dans un débat sur le rêve avec une dame qui s'appelle Jacqueline Carrois, qui a beaucoup étudié la préhistoire de l'interprétation des rêves chez Freud, et en particulier le premier chapitre de l'interprétation des rêves, qui est une sorte de bibliographie commentée dans laquelle figurent beaucoup de chercheurs français de l'époque, enfin chercheurs, peut-être pas le mot, de psychologues comme Maury, Delboeuf, Hervé de Saint-Denis, etc., que Freud a lu. Il y avait Jacqueline Carrois, et puis il y avait Richard Echtman, qui est un psychanalyste, psychiatre, bienveillant. Et alors, revenons sur cette question, comment les morts interviennent dans nos rêves, et je pense que c'est une expérience commune, je disais, si je peux me citer moi-même, le rêve c'est le parloir des morts. Vous voyez, le parloir, quand on est interne, il y a un parloir où on peut parler avec son correspondant, sa sœur, enfin dans le régime d'internat d'autrefois, aujourd'hui peut-être qu'il n'y a plus de parloir, je sais pas, ou comme il y a un parloir en prison où on peut parler avec les membres de sa famille, donc quelque chose qui nous est interdit dans le reste de la vie devient possible dans les rêves. On peut parler avec son père, sa femme, son fils, enfin tous ceux qui sont... Alors, la question que je pose et que Freud se pose, c'est quand un mort nous parle dans un rêve, qui parle? Alors, j'explicite ma question, s'il vous plaît. Qui parle, c'est-à-dire, première réponse, ça ne peut être que nous. Hein, nous ne croyons pas, je pense, ou alors nous le masquons soigneusement, nous ne croyons pas que les dieux nous parlent ou que les morts qui sont réduits en poussière nous parlent. Donc c'est bien nous, c'est bien en tout cas quelque chose de nous. Mais qu'est-ce que c'est que cette parole exactement? Alors, il y a deux façons je schématise peut-être, mais il y a deux façons de comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette parole? Alors, l'interprétation de Freud, ou la position très tranchée de Freud, qui me paraît, qui m'étonne, consiste à dire que lorsqu'une parole se manifeste dans le rêve, c'est une parole qui vient de la vie diurne. Je cite, c'est dans le chapitre matériel et sources du rêve, quand dans un rêve quelque chose a le caractère d'un discours, est dit ou entendu au lieu d'être pensé, vous voyez, on entend quelque chose, cela provient de discours de la vie éveillée. C'est-à-dire que on a entendu une phrase et cette phrase revient. Ça, c'est la position de Freud. Elle est, je trouve, elle est tranchée, je dirais même qu'elle est dogmatique. Alors, j'ai personnellement, non pas que je me compare à Zygmunt, mais j'ai une autre position. Je pense que quand une parole nous parvient, de la part d'un mort, ou de quelqu'un d'autre d'ailleurs, dans un rêve, c'est bien nous qui la produisons sous l'effet de notre connaissance de la personne en question. Enfin, l'exemple que je prends traditionnellement, je l'ai cité 80 fois, mais je peux le refaire, non? Qu'est-ce que t'en penses? Absolument. C'est parce que c'est un très beau rêve. Tout le monde, tous les gens qui m'écoutent doivent le connaître, mais c'est un très beau rêve qui a été fait, mais il faut que je le retrouve, par Claire Winnicott, la veuve de Winnicott. Qu'est-ce qu'il y a, Johanna? Après la mort de Donald Winnicott, ce psychanalyste si extravagant et génial et drôle, elle a rêvé donc je vais vous le lire, hein, d'accord, parce que là, la question de savoir qui parle en nous, disons, lorsqu'un mort nous parle, est-ce que c'est une phrase
de la veille ou des jours précédents qui revient, ou est-ce que quelque chose de nous, en nous, forme cette phrase? Cette question est peut-être vous paraître byzantine, pour moi elle ne l'est pas. Alors voilà le rêve de Claire Winnicott que je vais lire en sanglotant à la fin. Elle écrit ceci. C'était dans le numéro de l'Arc consacré à Winnicott en 77. Un rêve que j'ai fait à propos de Donald 2 ans et demi après sa mort. 2 ans et demi, hein, donc c'est pas une phrase de la veille. J'ai rêvé que nous étions à Londres dans notre magasin favori dont l'escalier circulaire conduit à tous les étages. Nous montions et descendions, prenant des choses un peu partout pour faire des cadeaux de Noël à nos amis. Nous étions saisis d'une véritable fièvre de dépenses, sachant bien que nous finirions, comme toujours, par garder beaucoup de choses pour nous. C'est un rêve conjugal. Faire des rêves conjugaux après la mort de quelqu'un. Je pris brusquement conscience qu'après tout, Donald était vivant, hein, donc c'est bien ce thème, là. Et je pensais, soulagé, maintenant je n'ai plus à m'en faire pour la carte de Noël. Puis nous étions assis au restaurant, buvant notre café du matin comme d'habitude. Nous sortions effectivement toujours le samedi pour aller le prendre. Nous étions face à face, les coudes sur la table. Je le regardais droit dans les yeux et lui dis « Donald, il y a quelque chose qu'il faut que nous nous disions. C'est une vérité que nous devons nous dire. Qu'est-ce que c'est ?» Il plongea alors sans ciller ses yeux si bleus dans les miens et dit « Que c'est un rêve ?» Je répondis lentement « Ah oui, c'est vrai, tu es mort, il y a 1 an que tu es mort. » Il répéta mes paroles « Oui, il y a 1 an que je suis mort. » Et c'est ainsi qu'au travers de ce rêve de jeu, écrit Claire Winnicott, rêve de jeu est une expression qui porte la marque de l'esprit de Winnicott, pour qui le jeu était un élément essentiel de l'interprétation analytique ou du travail analytique. C'est ainsi qu'au travers de ce rêve de jeu, la vie, la mort, la sienne, la mienne, je les ai éprouvés comme une réalité. Alors, ce rêve est fort, et dans ce rêve, pour autant que j'ai envie d'y ajouter quelque chose, c'est ce Donald Winnicott mort qui parle dans le grand magasin londonien, face à elle, est évidemment suscité par la dormeuse, qui est au bord de se réveiller, mais qui dort. Il est suscité par elle, mais il est suscité par elle par la connaissance profonde qu'elle a de ce qu'a été Donald Winnicott, de son exigence de vérité, par exemple, de l'exigence de dire la vérité, même quand la vérité est blessante. Et c'est blessant que quelqu'un dise « Oui, je suis mort. Oui, tu rêves, je ne suis pas vivant. » Alors, ça, on pourrait dire, ça vient pas de Winnicott directement, puisqu'il est mort. Mais ça vient quand même de lui, à travers elle, si je me fais comprendre, je pense, c'est pas du charabia, c'est compréhensible, disons qu'elle a incorporé une partie de l'exigence de vérité de la personnalité de Winnicott, de sa fantaisie, du caractère tranchant de sa parole, et là ça nous ramène alors à des concepts qui étaient ceux justement de la psychologie française du milieu du XIXe siècle, la personnalisation, la façon dont dans les rêves on fait exister des personnages à partir d'éléments de la réalité. Alors, si on se rapporte, mais peut-être tu veux commenter. Non, je peux lire juste le commentaire de mon voisin sur ce rêve. Il dit « La dormeuse, comment peut-elle se faire dire ce qu'elle ne sait pas par une figure qui dépend d'elle et d'elle seule ?» C'est-à-dire par la figure de son rêve, par Donald rêvé en quelque sorte. Hein. Bon. Comment peut-elle se faire dire ce qu'elle ne sait pas ? Ce qu'elle ne sait pas, c'est-à-dire la réalité de la mort, parce qu'il dit c'est par là, c'est dans ce rêve de jeu justement que sa mort, la mienne, je les ai éprouvées comme une réalité. Donc comment elle se fait dire effectivement par Donald, mais enfin dans un dialogue plus exactement, c'est pas également se faire dire, parce que c'est elle en premier qui lui dit tu es mort. Hein, bon. Et lui acquiesce, ils ont raison. Hein, bon. Non, pas exactement, elle lui dit il y a quelque chose qu'il faut que nous disions. Non, que c'est un rêve. C'est Donald qui dit que c'est un rêve. Je répondis oui, c'est vrai, tu es mort.
Et alors, qu'est-ce qu'il dit, Pachet, en commentaire? Bah non, mais c'est pas mal, ça, comment elle se fait dire ce qu'elle ne sait pas. Oui. Il y a quand même justement la production du rêve ici, qui est quasiment une production d'expérience en quelque sorte. Elle produit une expérience qui ne pourrait sans doute pas être une expérience vigile, puisqu'elle ne sait pas ce que c'est que la mort de Donald 1 an et demi après, d'une certaine façon. Bon, bah, elle sait qu'il est mort, mais elle ne réalise pas, comme on dirait en anglais. Hein. Bon. Et c'est dans un rêve justement que cette réalisation est opérée, est produite en quelque sorte. Hein. Donc c'est bien, il y a là un gain de savoir d'une certaine façon à l'intérieur du rêve. Donc ce n'est pas une citation. Pour le rêve de Freud, c'est un peu plus compliqué peut-être, enfin moins parlant que ce que tu indiques là. Oui, mais enfin quand même, je vous ai cité cette expression qui me trouble. Oui, non, mais pour appliquer cela justement au rêve de Freud, si tu veux, qui me semble-t-il a quand même plus le caractère d'une citation. Quoi. Ne vois-tu pas que je brûle? Ah, le rêve de l'enfant mort. Le rêve de Freud, je veux dire par là. Oui, d'accord. Donc il dit ça, quand dans un rêve il y a un discours, ça vient de la vie éveillée, donc position de Pachet, non, ça vient pas nécessairement de la vie éveillée, ça peut être une production de l'intelligence du dormeur qui n'est pas morte, elle continue, même dans un état particulier, de semi-conscience, elle est empêtrée, mais cette intelligence, cette conscience du dormeur continue à agir, et Freud répète cela une autre fois, que je vais... Non, mais il le répète dans notre rêve, là. Oui, mais je vais y venir, c'était pour... Oui, c'est ça. Je vais y venir, mais je voulais donner cette citation. C'est dans le chapitre Le travail du rêve, page 357. Où il résume de façon provisoire sa conception de ce qu'est le travail du rêve. Le travail du rêve n'est pas un calcul juste ou faux. Il se contente d'employer des nombres, puisque là c'était un rêve avec des nombres qui apparaissent dans la pensée du rêve et peuvent servir d'allusion à des éléments non représentables. Il les emploie sous la forme d'un calcul. Il utilise à ses fins les nombres de la même manière que tous les autres éléments, images et images verbales, mots, noms ou discours. Donc c'est ça, le travail du rêve, que Freud postule, combine, met en relation des éléments qui viennent de la vie éveillée. Et pointe à la ligne, car le travail du rêve ne serait non plus créer des discours, créer en italique. Donc c'est là que je m'oppose à lui dans ma petite boîte. Mais si le travail du rêve, le travail de la pensée du dormeur peut créer du discours, cette phrase de Donald Winnicott, je suis mort, ou cette phrase qu'elle prononce en dormant, tu es mort, cette phrase ne fait pas, à mon avis, référence à quelque chose qui, dans leur conversation précédente, aurait eu lieu, ils seraient... Enfin, bon... Donc j'ai un point de dissentiment. Alors là, on en vient, donc au début du chapitre 7, C'est-à-dire que sa position, d'ailleurs, la formule qu'il indique au début du chapitre 7, où il dit ce qu'il ajouterait à l'explication banale, effectivement, qui a déjà été donnée 1000 fois justement de ce rêve, dit-il, alors c'est un certain nombre de choses, c'est justement la surdétermination, hein, et le fait que le discours de l'enfant est composé à partir de paroles qu'il a effectivement prononcées dans la vie et qui se rattachent à des événements importants pour le père. Bon. Si vous regardez, justement, ça donne pas grand-chose, en l'occurrence. Hein. Bon, le brûle, il met ça du côté de la fièvre, bon, évidemment, pourquoi pas. C'est ça, il aura des propos que l'enfant a réellement tenus pendant sa vie, voilà, et qui, dans l'esprit de son père, se rattachent à des événements importants. Il aura dit, il aura dit est évidemment inconditionnel, hein, c'est hypothétique, il aura dit, on peut supposer, hein, ça va, Marie, il aura dit, vous voyez la nuance, comme la syntaxe est bien, et c'est bien traduit en plus. Il aura dit, je brûle de fièvre au cours de sa dernière maladie.
c'est une hypothèse, hein. Et probablement aussi, probablement aussi, père, ne vois-tu donc pas? Ouais, peut-être dans sa vie, un enfant peut dire à son père, ne vois-tu donc pas? Mais Freud tient absolument à ce que ces éléments de discours dans le rêve ne soient pas une création dans le moment du rêve, ce rêve qui a un caractère nécessairement successif. Là aussi, je voudrais marquer. Oui, l'expression dans ce texte-là, c'est l'expression zusammensetzt. C'est-à-dire que le rêve est un montage, en quelque sorte. Il assemble, mais il ne crée pas justement des discours, mais il assemble des discours. C'est pour ça d'ailleurs, il ne faut pas que la phrase soit complète. La phrase, il la découpe, ne vois-tu pas, et que je brûle. Enfin, la phrase déjà, il la coupe en deux en disant, ce qu'a fait le rêve, c'est justement de faire un montage, rassemblant deux éléments de discours comme ça qui sont épars dans la vie vigile. Ouais. Alors, donc, parce que je n'ai fait qu'évoquer les données du rêve modèle, je reprends, parce que c'est très bien raconté. Un père a veillé jour et nuit pendant longtemps auprès du lit de son enfant malade, page 433. Après la mort de l'enfant, il va se reposer dans une chambre à côté. Tout ça, c'est pas du rêve, c'est la réalité. Mais laisse la porte ouverte afin de pouvoir, de sa chambre, regarder celle où le cadavre de son enfant gît dans le cercueil entouré de grands cierges. Un vieillard a été chargé de la veillée mortuaire. Il est assis auprès du cadavre et marmotte des prières. C'est un rêve que je signale, Freud ne connaît que de deuxième main. Je le tiens d'une malade. Troisième même. Ouais, au moins. Je le tiens d'une malade qui l'a entendu raconter dans une conférence sur le rêve. Oui, c'est lointain. Il y a une conférence sur le rêve. Le conférencier lui-même, sans doute, l'avait, etc. On ne sait pas d'où il l'a sorti, voilà. Je ne sais exactement quelle est sa source, mais il n'empêche, ce rêve est tellement frappant qu'on ne peut que féliciter Freud d'avoir sauté dessus. On dirait la mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï, c'est superbe. Je ne sais exactement quelle est sa source, mais il fit sur cette dame une impression telle, et sur Freud aussi, qu'elle s'empressa de le rêver à son tour. Nachträumen, c'est l'idée de rêver à son tour, c'est-à-dire de le rêver par imitation, de le rêver en étant inspirée par ce rêve. Qu'est-ce qu'elle a rêvé au juste, on ne sait pas. Mais elle a entendu raconter ce rêve par un conférencier qu'il tenait de je ne sais qui, et elle le rêve sans doute pas dans les mêmes termes, mais inspiré par ce rêve. C'est-à-dire de reprendre des éléments de ce rêve dans le sien pour exprimer par ce transfert un accord sur un point déterminé. Transfert, oui. Bon, c'est pas le transfert au sens que vous connaissez. Mais... Bon, alors, donc le vieillard marmotte des prières. Au bout de quelques heures de sommeil, le père rêve que l'enfant est près de son lit, lui prend le bras et murmure d'un ton plein de reproches, « Ne vois-tu donc pas que je brûle ?» Il s'éveille, aperçoit une vive lumière provenant de la chambre mortuaire, donc la fonction du rêve a été de l'éveiller, alors que, comme Freud va le dire, son désir à ce moment-là épuisé était de dormir, un de ses désirs. Il se précipite dans la chambre mortuaire, trouve le vieillard assoupi, le linceul et un bras du petit cadavre ont été brûlés par un cierge qui est tombé dessus. L'explication de ce rêve poignant est assez simple, et d'après ce que m'a dit ma malade, donc celle qui a entendu raconter cette histoire, je vois que le conférencier a su la donner. La lumière très vive avait pénétré par la porte ouverte dans la chambre du père endormi et lui avait inspiré la conclusion même qu'il en aurait tirée en état de veille. Si vous suivez, c'est peut-être compliqué, ça veut dire qu'il y a une pensée du dormeur qui continue à agir. Il n'est pas en état de mort clinique, ni de catalepsie, ni de mort cérébrale. Il dort. Et quand on dort, la vie mentale continue. Donc et ça Freud en est intimement convaincu, il est même convaincu, comme Pierre Pachet, que la conscience ne cesse pas pendant toute la durée du rêve. Je vous citerai le passage plus tard si j'y pense. Donc, le père qui dort, voyant cette lumière qui parvient à ses yeux, bien que ses yeux soient fermés, ce qui n'a rien de mystérieux, lui avait inspiré la conclusion
que la chute d'un cierge avait provoqué un incendie près du cadavre. Peut-être même le père s'était-il couché avec la crainte que le vieillard ne sût pas de s'acquitter de sa tâche. Je n'ai rien à objecter à cette interprétation, si ce n'est qu'il y a eu surdétermination, et c'est là que Freud dit oui, non, mais ce discours du fils, on ne peut le comprendre que s'il est la reproduction de discours que l'enfant a effectivement tenu pendant sa vie. Alors, bon, ce que Freud, je passe ça, qui me paraît extrêmement contestable. Maintenant, quant à la thèse de Freud qui s'exprime ici comme dans l'ensemble de l'interprétation des rêves, à savoir que le rêve est l'accomplissement d'un désir ou de plusieurs désirs, quel est ce désir? Nous pouvons nous étonner qu'il ait pu y avoir rêve là où s'imposait un réveil précipité. Parce que dans le raisonnement qu'il vient de dire, voilà, le père, tout en dormant, perçoit qu'il y a une lumière qui est suspecte, et donc il faut qu'il y aille, mais à la place, il rêve. Il rêve que c'est l'enfant qui vient le prévenir. Donc il y a un retard dans la réaction. Je ne sais pas si vous suivez, mais moi j'y arrive. Bon. Il allonge son sommeil de la durée du rêve. Quoi. Voilà. Ce rêve doit durer quelques, je ne sais quoi, des centièmes de seconde, j'en sais rien, mais enfin, il retarde. Alors pourquoi le fait-il? L'enfant mort s'y comporte comme s'il était vivant, il avertit lui-même son père, vient près de son lit et le tire par le bras comme il a dû le faire dans l'une des circonstances d'où proviennent les propos tenus dans le rêve. Bon, ça c'est sa théorie que je bousille. Le père a prolongé un moment un sommeil qui satisfait son désir en lui montrant son enfant vivant. Voilà qui est profond. Alors là, oui, je suis d'accord, c'est vraiment bien, parce que ce que le rêve satisfait comme désir, c'est de voir encore un moment l'enfant vivant. Sur la pensée éveillée, le rêve a eu le privilège de montrer l'enfant encore une fois vivant. Si le père s'était réveillé aussitôt, en se disant non mais le cadavre brûle, ça va pas, il y a quelque chose de suspect, il aurait pour ainsi dire abrégé la vie de son enfant de toute la durée du rêve. C'est magnifique ça. C'est superbe. Tu vas nous parler d'Achille et tout ça? Non mais oui. Non mais... Ah bon. Je suis trompé. C'est super, mais je suis pas très sûr quand même. Parce que, bon, là, il explique justement pourquoi, enfin, la question qu'il se pose, c'est la question pourquoi il a rêvé, plutôt, puisqu'il avait tiré dans son sommeil la conclusion, hein. Voilà, la conclusion autant qu'on peut conclure lorsqu'on voit une lueur, une vive lueur, on se dit il y a quelque chose qui brûle, bon, etc. Bon, donc il avait tiré dans son sommeil la conclusion et il aurait dû par conséquent sursauter immédiatement, etc. Et donc pourquoi il rêve, etc. Et donc c'est par ce biais, et c'est pour expliquer cela en quelque sorte, hein, que Freud montre justement qu'il s'agit là justement de satisfaire le désir de voir l'enfant vivant. Hein. Bon, mais ce que je me demande par ailleurs, c'est justement le statut de cet enfant, c'est-à-dire est-ce que c'est l'enfant mort ou l'enfant vivant qui vient le tirer par la manche? Bon. Et c'est pour ça qu'on pourrait parler effectivement d'Achille, hein, où la position justement parce qu'il y a quelque chose là évidemment qui est tout à fait analogue. Bon, c'est après la mort de Patrocle et après donc tous les efforts extraordinaires justement d'Achille pour le venger. Et enfin, on est arrivé au bout de ceci et ça fait je ne sais pas combien de temps par conséquent qu'Achille n'a pas dormi mais qui s'est battu comme une mécanique d'ailleurs d'une certaine façon pour procéder à un massacre pour venger effectivement Patrocle. Bon, donc enfin Hector est mort et tout est parfait. Non mais je jure juste le passage. Bon. Bah ouais, c'est ouais, trop mais bien. Je pas d'autres trucs parce que bon, c'est pas ça est facile à dire comme ça. Donc enfin il est pris justement par le sommeil, hein, qui délie les soucis de son cœur, de son thumos. Bon, je passe, alors Hector est mort, etc., etc. Et lui arrive la psyché de Patrocle, hein, l'âme de Patrocle, disons donc, qui arrive, du pauvre Patrocle qui arrive, en tout semblable par la grandeur, par les beaux yeux, par l'apparence, par la voix,
et par les couleurs, en quelque sorte, donc, au Patrocle vivant, au Patrocle qu'il a connu. Donc, c'est bien. Enfin, donc, c'est l'âme de Patrocle. C'est pas Patrocle vivant, justement. Hein, c'est l'âme de Patrocle, mais en tout semblable, hein, à ce qu'il était. Et il se tient au-dessus de sa tête, hein, et il lui prononce ces paroles. Tu dors, Achille. M'aurais-tu oublié? Tu ne me négligeais pas quand j'étais vivant, mais bien maintenant que je suis mort. Enterre-moi donc au plus vite pour que je puisse pénétrer les portes de l'Hadès, puisqu'il y a donc tout un ensemble d'âmes, de simulacres, idoles littéralement donc, des vivants, qui m'empêchent et qui ne permettent pas justement que je me mêle à eux en passant justement le fleuve. Et donc j'erre ici, malheureux, devant les portes larges de l'Hadès. Donc donne-moi la main, je t'en prie, et aussitôt que j'aurai eu justement ma part de feu, en quelque sorte, eh bien je ne reviendrai pas de l'Hadès. Bon. Donc il lui demande cette sorte de congé définitif, mais ce qui est, bon, c'est un rêve extrêmement célèbre et merveilleux, en quelque sorte, bon, mais ce qui est évidemment, ce qui nous intéresserait ici, ce serait en particulier d'abord ce ton de reproche qui est dans l'interrogation de Patrocle, hein. Tu dors, Achille, m'aurais-tu oublié, en quelque sorte, hein. Bon. Même reproche qui est dans le rêve. Bien sûr, c'est pour ça. Père, ne vois-tu donc pas? Et c'est le même style d'interrogation, en quelque sorte. Ah bah bien sûr, bien sûr. On va y venir, ouais. Très bien, Alain Marot. Tu as gagné. On va y venir, ouais. Bon, donc c'est évidemment ce ton de reproche. Et puis en même temps, justement, alors le statut que, me semble-t-il, Freud et Paché tranche un peu vite, justement, donc sur le statut vivant, en quelque sorte, de l'enfant du rêve, hein, de l'enfant dans le rêve, de l'enfant, justement, qui vient lui prendre le bras et lui dire ceci. Le statut de Patrocle, évidemment, est beaucoup plus équivoque, en quelque sorte, hein. Il est justement entre vie et mort, d'une certaine façon. Il est, puisque il n'a pas été brûlé, il n'a pas été enterré, etc. Donc il ne peut pas encore avoir le statut d'une âme, hein, tel qu'il est le statut des âmes dans l'Hadès, en quelque sorte. Bon, hein. Mais qu'en même temps, évidemment, il n'a pas, alors il faudrait lire la fin de ce passage, non, il n'a pas non plus justement le statut d'un vivant, hein, puisque Achille veut à ce moment-là le serrer, etc., lui dire bon, ben viens, etc., et que à ce moment-là, bon, le texte est magnifique, je n'ai pas peut-être le temps ici, mais que il s'envole avec ce bruit de chauve-souris, justement, que font les âmes quand elles s'envolent, en quelque sorte. Hein. Bon. Et donc, il n'a rien à serrer, si son embrassade, en quelque sorte, tombe dans le vide. Hein. Bon. Donc, ce n'est pas du tout le statut. Il est tout semblable. C'est d'ailleurs la fin de ce texte reprend, justement, le passage, puisqu'Achille dit pendant une nuit entière, l'âme de Patrocle est venue effectivement donc me visiter en murmurant, etc. Bon, et il m'a fait beaucoup d'injonctions ou il lui a demandé de l'enterrer, etc., etc. Bon, et il était absolument semblable à lui, en quelque sorte. Donc c'est une semblance, en quelque sorte. C'est le statut justement de cette semblance, hein, mais qui est justement entre vie et mort. Et je me demande justement si ce qu'il y a justement de saisissant, ou comme on traduit ici, donc de poignant, hein, dans le rêve qui nous occupe, hein, ce n'est pas justement cet enfant mort. Non pas le fait que le rêve ferait revivre effectivement l'enfant, ou le présenterait justement comme vivant, hein, mais cet enfant mort, justement, donc, qui vient tirer le père, justement, par la manche, pour lui faire le reproche de dormir, d'une certaine façon. Hein. Bon. Puisqu'en un certain sens, il me semble que le père dort, enfin, on pourrait y revenir, mais je lance un petit peu mes cartes, hein. Le père dort en se reprochant de dormir. Tout en dormant, il se reproche de dormir. Ou du moins, il s'endort avec... Justement, on a lu le texte d'ailleurs, avec cette inquiétude, ce souci que le bonhomme qui est commis à la veillée mortuaire, hein,
puisse ne pas être à la hauteur. Hein. Bon. Et ce souci, hein, qui peut justement être très proche justement d'un reproche. Hein. Donc, il ferait mieux justement d'être là lui-même, de veiller effectivement lui-même, etc., etc. Bon, il devrait veiller lui-même. Hein. Et d'une certaine façon, c'est ce que va lui dire l'enfant dans le rêve. Hein. C'est pourquoi tu dors, en quelque sorte. C'est la même interrogation avec ce ton cuisant de reproche justement qui est celle justement de Patrocle. Hein. Bon. Et il me semble que c'est ça qui fait cet effet saisissant, enfin qui fait l'effet saisissant de ce rêve. Hein. C'est que le reproche puisse être fait justement donc par l'enfant mort, c'est-à-dire, grosso modo, ça voudrait dire, puisque mon voisin a bien montré justement dans les études justement sur le rêve, justement que le sommeil, c'est l'oubli de ce que c'est que la mort. Hein, il y a un chapitre de ce livre qui porte ainsi, dormir, c'est oublier ce qu'est la mort. Hein, et il me semble que le reproche de l'enfant consiste à dire, oui, un petit peu comme Patrocle, hein, tu ne me négligeais pas quand j'étais vivant. On nous a dit précisément que nuit et jour il avait veillé l'enfant pendant sa maladie, etc., etc. Hein, bon, mais tu me négliges maintenant mort, c'est-à-dire je suis à peine mort que tu as déjà oublié, hein, qu'en te livrant justement au sommeil, en t'accordant hein, le loisir de dormir, tu t'accordes le loisir d'oublier justement. Et donc c'est, comme dit un autre chapitre du même livre, c'est, me semble-t-il, ce rêve indique la mort qui insiste, hein, la mort qui insiste à l'intérieur du rêve, et à l'intérieur du sommeil, si on veut. Donc le sommeil est un espace d'oubli de la mort, hein, pour dire les choses très vite, et le rêve est là, justement, d'une certaine façon, donc c'est une toute autre fonction que cette fonction un peu consolante, en quelque sorte. Je ne sais pas si ce rêve est consolant, hein, puisque précisément, c'est lui qui réveille. C'est lui qui réveille, et le réveil, me semble-t-il, est encore plus dramatique, en quelque sorte, il est encore plus terrible, hein, bon, après ce rêve. Je voudrais faire deux commentaires avant qu'on en vienne à Goethe et au Roi des Aunes. Quand on confronte un texte comme celui de l'Iliade à un texte du XIXe siècle ou du XXe comme celui de Freud, alors on se dit oui, mais c'est un monde culturel différent, parce que les Grecs, les soi-disant Grecs, on ne sait pas trop ce que c'est, parce que ça dure des millénaires. Les Grecs, alors eux, ils croyaient, à la différence de nous, qui avaient un domaine des morts, puis il y a ces rituels funéraires, tant qu'on n'a pas mis le corps exposé sur un bûcher, qu'on ne l'a pas brûlé, qu'on n'a pas fait la part du feu en réservant la graisse, etc. Alors, l'âme est prisonnière. D'ailleurs, ces pensées ne nous sont pas complètement étrangères. Elles existent encore dans notre monde, où elles existaient il n'y a pas très longtemps. On sait ce que c'est que les revenants, on sait ce que c'est que les âmes qui sont malheureuses de ne pas avoir reçu leur part de funérailles. Bon. Il n'empêche que la proximité est saisissante, et cette proximité est importante. Enfin, pour moi, elle est importante, elle est même décisive. C'est-à-dire que le rêve que fait Patrocle, tel que Homère, ou le soi-disant Achille, le rêve tel que le soi-disant Homère le met en poème, ce rêve est incroyablement proche du rêve rapporté par Freud d'une source. C'est-à-dire tout l'arrière-plan de prétendues croyances différentes s'efface en un instant, puisque dans les deux cas, ce reproche fait par le mort, par la figure du mort, par quelque chose qui ressemble au mort, mais qui est inspiré par lui, qui est lui, d'une certaine façon, qui est quelque chose de lui, qui est quelque chose de Patrocle, qui est quelque chose de l'enfant, qui est quelque chose de sa plainte et de son reproche. Tu t'es occupé de moi et maintenant tu ne t'occupes. Bon, ça c'est suscité dans l'esprit du dormeur, dans l'esprit d'Achille comme dans l'esprit du père, et avec une très grande proximité. Non, ce qui est très étonnant, me semble-t-il, c'est que Freud, qui est quand même très averti, chose qui connaît Goethe par cœur et qui connaît Homère, etc. D'ailleurs, qui cite le passage de l'Odyssée, etc., etc. Bon. Ne fasse pas ce rapprochement en quelque sorte. Avec le Roi des Aunes.
Avec ce Rodolone et aussi avec le rêve de Patrocle quand même, ouais. parce que le rapprochement est quand même frappant en quelque sorte puisqu'il connaît bien les choses, etc. Bon, et il me semble justement que s'il ne fait pas le rapprochement, c'est précisément par ce principe que les paroles dans le rêve sont des citations de la veille, en quelque sorte, hein, sont des citations qui appartiennent, qui nous disent que l'enfant aurait dit, peut-être pas nécessairement la veille, etc., mais qu'il aurait dit à un moment important pour le père, et donc qui serait resté comme ça en réserve. Je suis content d'avoir identifié, au moins, pour me féliciter, d'avoir identifié devant vous ce point de divergence, qui est celui où Freud insiste, le rêve ne crée pas de discours. Et j'ai envie de dire, et s'il en créait? Et à ce moment-là, bon, alors je vous laisse méditer là-dessus. Je voulais juste ajouter une note pour... Quand je dis que je me sens très proche de Freud, parce que Freud considère, dans toute une part de l'interprétation des rêves, que la conscience du rêveur n'est pas éteinte pendant le rêve, et que cette conscience est une conscience à certains égards, je dirais pas plénière, elle est empêtrée sur beaucoup de points, mais qui sait, alors je vais citer Freud, c'est dans le chapitre Psychologie du rêve, un peu plus loin. On peut résumer, donc, il parle du désir de continuer à dormir, hein, c'est à propos du rêve du père. Le rêve prolongeait le sommeil du père en même temps que la vie de l'enfant. Le raisonnement est à peu près: laissons aller le rêve, sinon il faudra se réveiller. Donc, l'important, le rêve est tendu par un désir de dormir, ce que je crois très vrai. Enfin, vous voyez bien comment on résiste, et tout ça vient d'ailleurs des analyses de Maury, les fameuses analyses de Maury. Il y a le rêve de la guillotine que je suis obligé de citer brièvement. Maury, Alfred Maury, c'était une espèce de psychologue amateur, mais qui a écrit un livre très important sur les rêves que Freud a beaucoup médité. Donc Maury rapporte, c'est vrai ou c'est pas vrai, on n'en sait rien, il est dans son lit et il rêve que c'est la Révolution française et qu'on va le guillotiner. Les gens à l'époque rêvaient ça. De nos jours, c'est moins. On a d'autres sources historiques d'images qui nous obsèdent. On pense moins à la Révolution française. À l'époque, on y pense encore beaucoup. Et alors, il se réveille parce qu'au moment où le fer de la guillotine frappe sa nuque, et à ce moment-là, il se rend compte que ce qui s'est passé, c'est que le bois du haut du lit est tombé sur sa nuque. Alors, il analyse ça. C'est tout à fait passionnant parce que, donc, il a perçu, tout en dormant, ce choc sur sa nuque, et en quelque sorte, en quelques secondes, en quelques instants, le rêve lui a fourni un scénario qui lui permettait de ne pas se réveiller, en se disant non, mais c'est la Révolution française. Bon, puis à un moment, en quelque sorte, ça coïncide, bon, faut bien se réveiller. Alors, il dit, ah mince, bon. Alors, le rêve le réveille en même temps. Voilà. Même le couteau de la guillotine le réveille. Voilà. Mais il y a eu un retard, analogue à ce retard pendant lequel le père voit son enfant mort, qui lui parle, qui est vivant. Alors, donc, il y a ce désir de dormir. Il en est ainsi dans tous les rêves, c'est page 486, le désir de dormir seconde les désirs inconscients. Alors, le désir inconscient, bon, c'est le truc de Freud, ça je sais pas trop, mais le désir de dormir, c'est ce que c'est. Nous avons parlé des rêves de commodité, etc. On pourrait dire que tous nos rêves méritent ce nom. C'est particulièrement clair pour les rêves de réveil matin qui remanient le stimulus sensoriel externe de façon qu'ils permettent de continuer à dormir. Hein, c'est ça le rêve de Maury. C'est-à-dire, il y a un truc qui me frappe sur la nuque, qui devrait me réveiller, mais le rêve, il dit, comme Madame Dubarry, encore quelques instants, s'il vous plaît, avant d'aller à l'école, avant de constater que oui, mon fils est mort, avant, bon... tout ce qui dans le réveil n'est pas forcément rigolo. Mais le désir de continuer à dormir doit se retrouver dans tous les autres rêves, là où la menace du réveil ne peut venir que de l'intérieur. On peut résumer notre attitude psychique dominante pendant le rêve sous la forme d'un avertissement que le préconscient donnerait à la conscience quand le rêve irait par trop loin. Laisse donc et dors, ce n'est qu'un rêve. En italique, je dois en conclure que pendant toute la durée de notre sommeil, nous nous savons en train de rêver aussi bien qu'en train de dormir. J'aurais pas osé écrire un truc pareil, mais comme Freud le fait, mais je sais pas si vous mesurez, comme il met en danger sa propre conception de la conscience, telle du moins qu'elle s'est diffusée plus tard.
pendant toute la durée de notre sommeil, nous savons en train de rêver aussi bien qu'en train de dormir. Donc, la conscience est là, non seulement un reste de conscience, mais la conscience même que nous sommes en train de rêver, en train de dormir, elle n'est pas réservée à certains cas particuliers. Donc là, c'est assez radical ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu regardes là avec attention? Non, je regarde dans un commentaire effectivement de Paché sur ce thème conscience, parce qu'effectivement Freud n'emploie pas le terme conscience ici. Effectivement, il dit donc nous savons que, en quelque sorte. Hein, bon, alors évidemment c'est assez proche, mais voilà ce que dit Paché. Il dit on voudrait dire qu'il est conscient, en parlant justement et après avoir parlé d'un autre rêve de Maury d'ailleurs, mais enfin bon. D'un bibliothécaire mort qui le revoit dans son rêve, bon, on voudrait dire qu'il est conscient si ce terme de conscience n'était associé à des sens multiples, en particulier à l'idée d'un individu capable de relations autonomes avec ce qui l'entoure. Psychanalyste, c'est n'importe quoi. Hein. Oui, ben si, j'essaie de suivre. Ah, tu veux suivre les deux choses à la fois. Non. Non, c'est-à-dire, bon, évidemment, le terme de conscience, là, est difficile à manier, en quelque sorte, puisque, comme tu dis, justement, c'est une conscience dont la caractéristique est d'être empêtré en même temps, comme tu viens de le dire, en quelque sorte. Donc, tu fais toi-même une sorte de nuance, ou de réticence, justement, à employer le terme de conscience. Je dis, mais enfin, c'est ce savoir. Nous savons que nous dormons, hein, comme nous savons que nous rêvons, en quelque sorte. Ouais. Bon. Enfin, je voulais signaler cette phrase de Freud parce que elle n'est pas, figure pas au premier plan dans les anthologies de Freud ou dans les résumés de sa pensée. On néglige, à mon avis, bien trop l'importance qu'il accorde à la vie consciente du dormeur et du rêveur au profit de ce qui est évidemment le gros truc de la psychanalyse, à savoir l'inconscient, comment il marche, comment il procède. Oui. D'ailleurs, la suite de tout ça est tout à fait passionnante avant d'en venir au Roi des Zones, parce qu'il continue sur ce qui a été mis en évidence par Hervé de Saint-Denis, que Freud à l'époque n'avait pas lu parce que, pour des raisons précises, c'est que on ne peut pas trouver le livre à la bibliothèque de la Sorbonne, dans la bibliothèque, parce qu'il est classé dans les anonymes. Mais bon, il l'a lu, il en a lu des extraits à travers un autre livre, celui de Vachide. Et alors, chez Hervé de Saint-Denis, il y a l'idée qu'il y a des dormeurs qui se savent assez consciemment en train de rêver et qui peuvent orienter leurs rêves dans telle ou telle direction. Le titre du livre de Hervé de Saint-Denis, c'est « Les rêves et les moyens de les diriger ». Je m'aperçois que je suis en train de rêver, je me dis, bon, ben, je vais aller à gauche plutôt qu'à droite, je vais essayer de lire une inscription, je vais sauter par la fenêtre, enfin, des tas de trucs. Bon, alors, il y a des gens qui manifestement savent qu'ils dorment et qu'ils rêvent, et qui paraissent pouvoir diriger leur vie de rêve d'une manière consciente. Quand un dormeur de cette espèce est mécontent de la tournure que prend un rêve, il l'interrompt sans se réveiller et le recommence pour lui donner une autre conclusion, de même qu'un écrivain populaire écrit à la demande du public un dénouement plus satisfaisant pour son drame. Ou bien une autre fois, si son rêve l'a conduit dans une situation sexuelle excitante, il se dira « je ne compte » se dira, mais où, quand, quoi, on ne sait pas. Mais bon, on peut admettre, hein, vous savez, on se parle à soi-même, mais quelquefois sans mots. Il se dira, je ne continue pas ce rêve, une pollution me fatiguerait, j'aime mieux me réserver pour une situation réelle. C'est rigolo, ça vous fait rigoler, mais oui, non. Et donc, pardon, oui, ça me fatiguerait. Bon, ça c'est une idée quand même un peu 19e, avec nos jours, nous on croit. Non, mais attends, la phrase d'après, j'aime mieux me réserver pour une situation réelle. Voilà. Bon, il n'y a pas que la fatigue. Ouais, c'est ça. Et alors, ensuite, il se réfère à Hervé de Saint-Denis, qu'à l'époque il n'a pas lu directement. Hervé de Saint-Denis affirmait avoir acquis sur ses rêves une telle puissance. Hervé de Saint-Denis qui était une espèce d'hurluberlu, qui était professeur de littérature chinoise au Collège de France et qui apparemment ne connaissait pas le chinois, mais qui a fait des traductions assez belles de poèmes de l'époque des Tang, qui ont été republiés il y a quelques années. Hervé de Saint-Denis affirmait avoir acquis sur ses rêves une telle puissance qu'il pouvait en accélérer le cours et leur donner la direction qui lui plaisait. Il semble que chez lui le désir de dormir, donc qui était un désir important, ait fait place à un autre désir préconscient, hein, c'est pas le désir inconscient,
observer ses rêves et s'en amuser. Donc voilà, donc Freud est assez souple, la phrase Freud est assez souple pour accueillir cette nouvelle version. Donc il y a le désir de dormir, mais il peut y avoir aussi le désir d'observer ses rêves. Bon, c'était cet ajout. Maintenant, je voudrais qu'on parle de Goethe, parce que c'est évidemment un modèle important pour le rêve de l'enfant mort que le roi des zones. Comment tu dirais ça? Je vais dire deux mots seulement, parce que bon, je suis un peu hésitant justement dans le rêve qui nous occupe là. Donc, dans beaucoup d'autres rêves, c'est évident, mais là il le généralise. D'ailleurs, il dit tous les rêves sont animés par le désir de dormir d'une certaine façon. Hein. Bon, ça donc c'est une satisfaction de désir qui est tout à fait universelle dans tous les rêves. Bon. C'est qu'il me semble justement que ce rêve, il est quand même assez particulier, c'est-à-dire qu'il est vraiment, me semble-t-il, au centre de ce rêve, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'effroyable en quelque sorte. Bon. Et que je sais pas si c'est pas ça plutôt donc qui est essentiel pour ce rêve, plutôt que le fait qu'il rallonge le sommeil de quelques secondes, ou du moins qu'il satisfait un désir de dormir. C'est ça qui me pose un peu question pour ce rêve-là. Les deux satisfactions de désir que Freud manifeste, enfin, ou détecte dans ce rêve, détecte n'est pas un bon terme, je dirais plutôt qu'il applique sur ce rêve justement la grille de la Traumdeutung. Hein, bon. Mais d'ailleurs il dit lui-même justement que ça marche pas tellement que ça, justement, qu'en l'occurrence, bon, il y a un passage justement, il nous dit que c'est un peu plus loin, mais où il nous dit justement que dans ce rêve précisément, la satisfaction de désir est marginale, hein, et quelque chose qui est tout à fait secondaire en quelque sorte et marginal. Hein, bon. Et il me semble qu'on a plutôt l'exemple justement d'un rêve qui produit quelque chose d'effroyable, quelque chose, me semble-t-il, donc le terme freudien, c'est un terme sur lequel on reviendra peut-être la prochaine fois, hein, ce serait donc unverträglich, hein, incompatible, inconciliable, impensable à la limite, enfin, quelque chose qui insiste et qui est important, je crois, pour la manière dont Freud conçoit la réalité psychique, quoi. Il me semble que le rêve la touche précisément donc à un noyau justement donc qui résiste à tout traitement, quoi, et qui résiste en particulier à l'interprétation sur le modèle de la satisfaction du désir. Il y a une expression très belle dans l'introduction de ce chapitre 7 sur la psychologie des processus du rêve. À la fin, il dit tous les chemins que nous avons jusqu'ici empruntés nous ont conduit à des solutions claires et satisfaisantes. C'est là que c'est vraiment c'est quelqu'un, ce mec. Nous allons maintenant vers l'obscurité. Donc il a trouvé des explications claires et satisfaisantes. Il peut aller faire des conférences partout, avoir des disciples, mais il lui faut continuer ce chemin. C'est là que c'est un véritable héros, même si à mon avis il se trompe, mais c'est quand même magnifique, ce désir d'aller au-delà. Ça suffit pas. J'ai des explications, mais je ne m'en satisfait pas, bien qu'elles soient claires et satisfaisantes. C'est-à-dire au-delà de l'interprétation. Hein, oui. C'est-à-dire l'interprétation, on dit jusqu'ici, le seul travail qui a été le nôtre, c'est un travail d'interprétation. L'interprétation était au centre de notre champ d'investigation. Hein, bon, mais il y a quelque chose qui se situe au-delà de l'interprétation, et le rêve garde une énigme, garde un mystère. Dans le rêve, justement, sur les personnes mortes aimées, etc. Donc il termine, alors il a donné une multitude d'interprétations évidemment possibles, et il termine en disant mais j'ai l'impression que toutes ces interprétations justement n'enlèvent rien au mystère de ces rêves. Est-ce que ces rêves justement gardent justement de mystérieux? Donc il y a quelque chose, d'une certaine façon, après l'interprétation, ou comme il dit dans ce texte, l'interprétation étant mise de côté, si on met de côté l'interprétation, bon, mais en un certain sens, l'énigme du rêve reste entière. C'est dans ces termes-là qu'il est dit, en termes d'énigme justement, et suscitant justement notre besoin d'explication. Oui, enfin, je voudrais dire, ce qui pour moi est le Dunkel, nous allons maintenant vers l'obscurité, c'est la façon dont, je vais me permettre de dire ça,
le réel est présent au cœur de notre vie psychique. Alors là, c'est très fort. Comment il est présent, c'est assez mystérieux. Donc Pour lui, c'est pas exactement ça. Hein. Parce que la suite du paragraphe nous indique que ce qui est compliqué, c'est l'appareil psychique. Voilà, grosso modo. ouais, c'est là qu'il fait des schémas. Voilà, c'est ça. Oui. D'accord, mais je prends ce que je veux. Et d'autre part, je voudrais insister sur le fait que dans l'économie de l'interprétation des rêves, qui donc comprend cette première partie bibliographique, le matériel du rêve, le travail du rêve, la condensation, le déplacement et tout ça, j'accorde une grande importance au dernier chapitre, celui qui s'appelle Psychologie du rêve, parce que ce dernier chapitre rassemble un certain nombre d'énigmes, dont celle précisément que fait le père de son enfant mort, et d'autres rêves. Il y en a un en particulier qui est à l'extrême fin du livre, qui est tout à fait troublant, qui est un rêve que Freud dont Freud se souvient, d'ailleurs il s'en souvient de façon inexacte, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais c'est à la fin du livre où il se pose des tas de questions, et en particulier la question, qui n'est pas à l'ordre du jour, mais je vais la mentionner, est-ce que nous sommes responsables de nos rêves? Question que Freud a traitée par ailleurs. Nous sommes responsables de nos rêves. Est-ce qu'on peut nous condamner pour avoir rêvé qu'on faisait telle ou telle chose? Et à cette occasion, il cite un rêve qui, selon moi, est rapporté par Plutarque, mais enfin, il se trompe, visant, je crois, Denis de Syracuse, ou un mec comme ça. Alors, Freud écrit... est-ce qu'il y a une importance morale? Il dit: je pense que l'empereur romain qui fit exécuter un de ses sujets parce que celui-ci l'avait assassiné en rêve a eu tort. Donc l'histoire est suivante, c'est qu'il y a le garde en chef, disons, d'un tyran de Syracuse qui lui dit: maître, ce qui est d'ailleurs d'une idiotie complète. Il dit à maître, j'ai rêvé que je vous assassinais. Vraiment, c'est absurde. Mais il le dit, pour rendre un peu plus vraisemblable, il le dit à sa femme, qui le dit à machin, puis ça vient à l'oreille du tyran. Alors le tyran le fait assassiner. Et alors, Freud dit non, le tyran a eu tort. Ah, c'est intéressant, c'est presque talmudique au sens positif du terme. Il aurait dû d'abord se demander quelle était la signification de ce rêve. Mais le tyran n'y a pas pensé. Il dit, le chef de mes gardes rêve qu'il m'assassine, je m'en débarrasse, quoi. C'est pas compliqué. Freud dit non, il aurait dû se demander, ce n'était probable. Ça veut dire que la satisfaction de désir n'est pas si simple que ça, en quelque sorte, puisque le tyran, là, il a fait une interprétation sommaire, quoi. Voilà, précipité. Ce qu'il a rêvé, c'est qu'il désire me tuer. Voilà. Alors, alors même qu'un rêve, d'autres apparemment ont eu ce sens de lèse-majesté, il ne faut pas juger les rêves. Bref, j'entre pas, mais c'est pour dire que dans ce dernier chapitre sur lequel j'attire votre attention, il y a une richesse de perplexité. Je voudrais qu'on... Vas-y, Goethe, ou je sais pas quoi. Non, mais vas-y sur Goethe. Alors. Non, mais c'est... Non, mais... C'est Alain Parot qui disait, pourquoi on ne parle pas du roi des zones, qui est cette ballade de Goethe formidable, dans laquelle, vas-y, mais parle. J'en ai qu'un vague souvenir. Je sais que la scène. Non, mais parce que du livre de Schubert, donc la fin, c'est l'enfant est emporté. L'enfant est emporté par le roi des zones et il s'adresse à son père. Voilà. Ne vois-tu pas que. Et à plusieurs reprises, justement, il y a cette formule, ne vois-tu pas que, si tu veux. Et il y a une autre caractère aussi, donc, c'est que la dernière formule du demande de l'enfant, c'est que mon père, maintenant il me prend. Là j'exagère un peu, je surinterprète, puisque là l'enfant du rêve, justement, il le prend, c'est la même formule, en quelque sorte, dans l'explication du rêve, l'enfant qui vient le prendre par la manche, le prendre par le bras, en quelque sorte, et là c'est le roi des zones, justement, donc qui me prend, et le roi des zones donc m'a fait du mal. Donc c'est un père qui chevauche effectivement donc dans la nuit avec son enfant dans les bras. Voilà. C'est ça. Oui. Oui, vas-y, non, pardon. J'ai une réminiscence. Et la première formule, donc, pourquoi mon fils cachait si peureusement ton visage, je lis la traduction, et la formule, justement, c'est père, ne vois-tu pas le roi des zones?
le roi des Aunes avec sa traîne et sa couronne, donc une interrogation en quelque sorte, et comment le père ne peut pas voir ça, hein. Et le père reste lénifiant en quelque sorte, mon fils c'est un banc de brouillard. Cher enfant, viens donc avec moi. Alors ça c'est le roi des Aunes sans doute qui parle, enfin c'est le roi des Aunes qui parle, cher enfant, viens donc avec moi, je jouerai à toi de très beaux jeux, etc. Bon. Et l'enfant reprend, donc mon père, pourquoi tu n'entends donc pas ce que le roi des Aunes me promet à voix basse? Du calme, sois tranquille mon fils, c'est le vent qui murmure dans les feuillages secs. Et de nouveau, par conséquent, parole du roi des Aunes, veux-tu, joli garçon, t'en venir avec moi, mes filles t'occuperont, etc., etc. Mon père, ne vois-tu pas là-bas les filles du roi des Aunes dans cet endroit lugubre? Mon fils, je vois distinctement, ce sont les vieux saules qui nous semblent si gris. Je t'aime et ta beauté me charme et me ravit. Si tu ne veux pas, je te prendrai de force. Mon père, maintenant il m'attrape. Le roi des Aunes me fait du mal. L'effroi saisit le père, il galope très vite. Il tient dans ses deux bras l'enfant tout gémissant. Il arrive à grande peine au port, enfin dans la cour, littéralement. Dans ses bras, l'enfant était mort. Voilà. Ah ouais, c'est très bien, parce que c'est un enfant qui tente, mais en vain, d'avertir en quelque sorte le père, oui. Ouais. Qui ne veut rien entendre en quelque sorte. Donc là c'est pas un rêve, mais bon, c'est quand même une chevauchée dans le pays de l'obscurité, de la terreur. Non, c'est pas exactement l'enfant mort, mais je veux dire, puisque bon, l'enfant n'est mort que dans le dernier vers, si j'ose dire, en quelque sorte, mais c'est l'enfant moribond, en quelque sorte, qui alerte, avec aussi un ton de reproche, en quelque sorte, bien entendu, un ton même cuisant de reproche. Hein. Bon. Ouais, c'est d'ailleurs, je nuance, c'est le reproche d'un enfant, c'est encore plus bouleversant, c'est le reproche du faible. Bien sûr. Celui qui n'a pas de force, comme Patrocle aussi, qui dit tu dors, moi je suis là, mort, sans force, et toi tu dors. Patrocle n'est pas un enfant là quand même. Non, c'est pas un enfant, mais il est privé de force. Oui, privé de force, bien sûr. Oui. Et c'est ce qui fait, me semble-t-il, dans ces deux vérités, d'une certaine façon, parce que c'est le terme qui a été employé justement à propos de Clare Vénicotte. Dans ces deux vérités qui sont affrontées dans le rêve, hein, le rêve fait affronter justement des vérités, en l'occurrence évidemment tournant autour de la mort. Hein, bon, le ton peut être différent. Ce que tu remarques, magnifique justement à propos du rêve de Clare Vénicotte, c'est d'une certaine façon la fermeté et en même temps justement la tendresse. Tu parles justement de la passion tendre, mais tranchante de la vérité. Hein. Bon, et ça me semble assez bien caractériser justement le ton justement de ce rêve où il n'y a pas de tapage en quelque sorte, où il n'y a pas etc., mais où cette passion tendre mais tranchante notamment donc se trouve à l'œuvre. Il me semble notamment que dans le rêve qui nous occupe ou dans Erlkönig, c'est un ton cuisant plutôt. C'est le ton cuisant justement donc d'un reproche. Je crois que c'est sur le même sujet ou presque d'une certaine façon, du moins c'est aussi la même exigence de vérité qui s'y manifeste, hein, mais sur un ton justement qui est, je dirais, qui n'est pas sans délicatesse. Hein. Il lui dit pas mais qu'est-ce que tu fous, viens, etc. Non, ne vois-tu pas que, hein, bon, la formule même, justement, l'interrogation elle-même, en quelque sorte, marque justement cette délicatesse, mais qui a plutôt donc, et puis en même temps justement le à voix basse, en quelque sorte, il lui murmure. C'est pas justement un reproche qui est tonitruant. Hein. Bon, c'est un reproche qui s'insinue en quelque sorte, hein, qui lui murmure à voix basse, mais sur un ton plein de reproches. C'est la formule justement du rêve tel que Freud la reprend. Donc il lui murmure sur un ton plein de reproches, mais sur un ton justement qui a ce caractère cuisant. Donc là aussi il y a des tonalités qui me semblent importantes et qui tiennent à ce que tu appelles le présent du rêve, hein, c'est-à-dire l'insistance ou l'importance que tu accordes justement donc au présent du rêve davantage qu'à l'interprétation. On peut le dire. Ouais. Mais enfin, le présent du rêve, là, c'est pas l'heure d'en parler, mais... Non, parce que ton idée, quand même, si tu veux en parler, c'est que l'interprétation rate le présent du rêve. L'interprétation, justement, par
la manière justement dont on se livre à une sorte de mécanisme d'association des idées, etc., bon, rate justement le présent du rêve. Et est-ce que le rappel donc, du poème de Goethe, est-ce que ça peut faire penser qu'il y aurait une surdétermination des paroles de l'enfant dans le rêve par le savoir que le rêveur a de ce poème Est-ce que effectivement la formule père que je brûle fait vraiment penser à... Ah bah oui, non, c'est pour ça que là, oui, là... Est-ce que, comme hypothèse Oui. Si on pense à l'importance du poème et du livre de Schubert dans la culture. Mais pourquoi une surdétermination Enfin, surdétermination, c'est-à-dire que, bon, en tout cas, il y aurait le savoir de ce poème par le rêveur jouerait un rôle dans... Bien sûr, non, ça je pense, oui. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça jouerait un rôle dans la production de cette phrase. Mais on pourrait dire, pour aller dans le sens de Freud, le rêve n'a pas créé cette parole, il l'a empruntée à Goethe. On pourrait dire ça, pour lui faire plaisir. Oui, c'est pour ça que je pense que ce rêve-là, c'est pas un très bon... Enfin, le rêve de Claire Benicotte est beaucoup plus probant dans ce que tu essaies d'indiquer en disant que le rêve peut inventer, effectivement. Mais là, bon, c'est une sorte d'invention, mais cette invention prend me semble-t-il, la forme d'une citation, là, dans le passage. Sinon que ce qu'il y a de stupéfiant, c'est que Freud ne cite pas Erlkönig. C'est que l'homme ne se réfère pas à Erlkönig, et toujours, me semble-t-il, pour la même raison, parce qu'il veut casser cette phrase, justement pour l'interpréter, il veut l'analyser, et pourtant même sur le père ne vois-tu pas, je vois pas comment il peut échapper quand même à la citation de Goethe. Bon. Et il voudrait que ce soit un mot que l'enfant aurait dit, etc., à une autre occasion qui aurait été importante pour le père. Non, c'est passionnant de voir Freud qui, justement, aux prises avec ses... parce que tout à l'heure, sa passion, sa volonté d'asseoir et d'affirmer ce qui est sa conviction récente, acquise depuis quelques années, que ça y est, il a trouvé le truc, et d'autre part, la perplexité que déclenche en lui toutes les possibilités, et on pourrait dire presque son attrait romantique, merveilleux, pour ce qui est obscur, et pour ce qui reste inexpliqué. Freud a cet attrait pour ce qui reste inexpliqué, qui fait sa grandeur, selon moi, même si dans 50 ans, la psychanalyse a disparu, on dira oui, c'est une connerie du XXe siècle, ça fait rien. La grandeur de Freud est là, pour moi. Mais je voudrais qu'on parle du père qui était mort et qui ne le savait pas. On peut en parler parce que le temps passe. Donc celui-là, il est dans le chapitre le travail du rêve. Je sais pas où il est. Bon, mais oui, c'est ça. Il est là. Oui, je l'ai, page 366. Un homme, bon, donc. Alors, la formule du rêve, qui a été rêvée par on ne sait qui, enfin, peut-être qu'il y a des gens qui le savent, moi je sais pas. Non. Son père était de nouveau en vie et lui parlait comme d'habitude, mais, entre parenthèses, chose étrange, il était mort quand même et ne le savait pas. On comprend ce rêve, alors voilà le commentaire, si après il était mort quand même, on ajoute à la suite du vœu du rêveur, ou selon le vœu du rêveur. Il était mort selon le vœu du rêveur. Donc c'est là l'ajout de Freud, il ajoute quelque chose, et là Lacan a beaucoup commenté ce passage, et c'était bien d'ailleurs. Il y aurait dans le rêve quelque chose qui n'est pas dit, mais si on le supplée, si on le rajoute, c'est-à-dire le père était mort selon le vœu du rêveur, c'est-à-dire du fils, et qui avait voulu que son père meure, pas par méchanceté, mais parce que le père était dans des souffrances de fin de vie, et que quand on s'occupe d'un mourant, on a envie que le mourant soit, en même temps que soi-même, soit soulagé de cette tâche de mourir, qui est parfois si horrible. Et il commente ou il supplée la suite du rêve. Il ne savait pas, alors dans le sens du rêve, il ne savait pas qu'il était mort, et Freud, en quelque sorte, soigne ou évacue cette absurdité. Il ne savait pas que
que le rêveur souhaitait sa mort. Alors, cette explication, qui, un peu comme dans la psychopathologie de la vie quotidienne, produit un schéma avec des éléments qui viennent d'ailleurs, elle est belle, elle est importante, surtout que ce qui est traduit ici par le vœu du rêveur, au fond, c'est le désir du rêveur. Oui. Hein, le désir du rêveur. Donc, intervient dans le rêve. C'est un peu difficile, là, enfin, vas-y, donc, moi je suis pas... mais sur la question vœu, désir, souhait, bon, c'est le même terme qu'en allemand, c'est Wunsch, qui est une difficulté dans la traduction. Là, il me semble qu'il peut y avoir une sorte de nuance. Je peux dire effectivement que le fils a souhaité, à certains moments, justement, qu'on en finisse, en quelque sorte. Bon, donc il a souhaité, en ce sens... Je ne peux pas dire qu'il est désiré, me semble-t-il, à proprement parler. Je dirais qu'il ait souhaité la mort de son père, et que le père aurait pu savoir, enfin ça, ou du moins la hantise qui s'exprime dans le rêve, c'est que le père aurait pu savoir que le fils l'avait désiré, cette mort. Ouais. Non, bon. Oui, non, je vous laisse juge, parce que la force du mot désir, et en effet, quand on a été auditeur de Lacan, alors on a entendu désir, bon. Ici, la force du désir s'affirmerait dans le soupçon du père, et pas, on peut dire, dans la psychologie du dormeur, évidemment, du rêveur, ou du dormeur. Le fils, en effet, comme tu dis, il a souhaité qu'on en finisse, que le père cesse de souffrir, que lui-même cesse d'être contraint, lié à ce spectacle affreux. Mais dans l'idée que le dormeur se fait de la conscience de son père, c'est ça, qui n'est plus là, mais qui a été ressuscité par le rêve, alors à ce moment-là, c'est pas un souhait, ça peut être un désir. Ouais, ça peut être un désir. Oui. Ah bon, ouais, je suis bête, j'avais rien compris. Ça peut être le désir parricide du fils. Ça. Alors là, bon, Freud, il connaît ça. Ah oui. Bon, laissons-le avec son truc. Mais cette interprétation qui complète le texte du rêve par des éléments qui sont à la fois vraisemblables et ajoutés par Freud, qui ne figurent pas dans le récit tel qu'il a reçu, cette interprétation est belle, elle tient debout, et en même temps, elle est, à mon sens, fragile, parce que on sent qu'elle force, elle veut mettre au premier plan ce soupçon du désir du fils, alors que le rêve n'en fait pas état et nous met face, ou met le rêveur, mais nous aussi qui sommes témoins, face à cette absurdité essentielle du rêve dans lequel un mort se trouve vivant sous nos yeux et ne sait pas qu'il est mort, et où quelquefois on a même scrupule à le lui apprendre, en renversant la situation du rêve de Claire Winnicott. Donc là, c'est la passion de Freud, il construit l'interprétation des rêves, moi j'en ai pas fait autant. C'est-à-dire que la passion là, c'est évidemment sur cette question de l'absurdité, puisque c'est le thème du chapitre, en quelque sorte, c'est les rêves absurdes. Hein. Et là, évidemment, c'est un rêve pour Freud tout à fait exemplaire, même si, de nouveau, il est tout à fait marginal, si vous voulez, puisque justement, il ne donne pas lieu à interprétation, à proprement parler, il ne donne pas lieu à analyse. Hein. Bon, il donne lieu justement à ces deux compléments des deux phrases, justement, pour restituer un sens à ce qui n'en a pas. Hein, puisqu'il parle, justement, c'est un rêve dénué de sens, au départ, en quelque sorte, et donc il faut lui donner un sens. Bon. Et alors, évidemment, il a une manière, justement, de comprendre l'absurdité produite, hein, ce rêve produit justement une absurdité, produit un non-sens, hein, à sa manière, c'est-à-dire en disant que par là, justement, il satisfait un désir, et ce désir, c'est justement de tenir pour insensé une certaine pensée, de tenir pour n'ayant pas de sens une certaine pensée.
C'est pour ça qu'il dit au départ, justement, pour comprendre ce rêve, enfin pour la solution, nous dit-il, de ce rêve, hein, il faut savoir justement que le rêve ne fait pas de différence entre le souhaité et le réel. Bon, donc la question à partir de là, c'est de savoir quelle est cette pensée qui est souhaitée impensable. Parce que c'est exactement les termes, si vous regardez justement dans le passage, justement, donc une pensée refoulée, hein, que l'on aimerait tenir pour la chose la plus impensable au monde, hein, la chose la plus impensable qui soit. Bon, donc il y a une pensée qui est souhaitée impensable, et le rêve réalise cette pensée qui est souhaitée impensable par l'absurdité de son contenu. Alors à partir de là, évidemment, quelle est cette pensée qui est souhaitée justement impensable, on n'en sait rien, puisque le rêve a complètement maquillé effectivement les choses sous une absurdité, c'est-à-dire sous quelque chose donc qui n'a pas de sens. Alors, inconcevable, je trouve que c'est mieux qu'impensable. Enfin bon. C'est undenkbar. Hein. Ouais, mais bon. Non. Les Grecs, c'est. Oui, mais parce que l'impensable. Bon, enfin, d'accord. Ouais, enfin bon, on va pas. Non. Bon. Et l'idée de Freud, en quelque sorte, c'est que alors ça, c'est ce que tu viens de dire d'une certaine façon, donc c'est cette pensée refoulée, et donc que l'on souhaiterait inconcevable, si tu veux, ça serait justement le reproche d'avoir désiré la mort du père, et un peu plus que le reproche d'avoir désiré la mort du père, puisqu'il nous dit en même temps que ce souhait était tout à fait charitable, même d'une certaine façon. Hein. Bon. Mais un peu plus d'avoir désiré la mort du père, le fait que ce désir est en quelque sorte la cause de la mort du père. Que le père est mort, non pas exactement selon le vœu, mais in folge, hein, c'est-à-dire à la suite, ou par suite, hein, du vœu du fils. Que le vœu du fils, le désir du fils, a abrégé, hein, la vie du père, nous dit-il. Hein. Bon. Et donc, ça serait ce reproche. Alors, évidemment, ce reproche, il est investi, hein, puisque c'est difficile de se faire ce reproche à partir de ce souhait charitable, d'une certaine façon. Donc, Freud nous dit, évidemment, qu'il est investi et gonflé par en dessous, hein, par le vrai désir infantile de la mort du père, en quelque sorte. Bon, etc. Bon, ça, je n'insiste pas. Bon. Ben non, mais quand même. Bon. Alors, ça serait ça, par conséquent, donc la satisfaction qui est prise dans ce rêve, hein, bon, c'est de représenter d'une manière insensée, hein, cette pensée qu'il a désiré la mort de son père et que par là il a causé en quelque sorte la mort de son père. Bon, elle est représentée, mais la manière de la représenter, le rêve a ce génie en quelque sorte de représenter cette pensée sous une forme absolument méconnaissable de manière explicite en quelque sorte, hein, bon, puisque précisément il la représente sous une forme insensée, hein, disant par conséquent que cette pensée est insensée, donc on peut la mettre aux oubliettes. Bon, d'accord. Et il me semble que ce qui se joue évidemment dans le rêve, mais retenons la chose, que ce rêve, que l'absurdité du rêve en quelque sorte, ce soit justement une façon de représenter comme insensé, hein, une certaine idée. Il me semble que l'idée plutôt qui est souhaitée inconcevable, hein, c'est non pas tellement qu'il ait souhaité la mort du père, hein, mais c'est que le père ait pu s'en apercevoir. Il me semble que c'est ça justement qui serait effroyable. Hein. C'est ce que Freud dit d'ailleurs dans une autre version de ce rêve qu'il donne dans un petit texte plus tardif en 1911, d'un texte qui s'appelle Formulation sur les deux principes des événements psychiques. Bon, c'est comme ça qu'on le traduit. Et où, je vais peut-être... C'est un article auquel Freud fait allusion dans une des éditions de l'Interprétation des rêves. Non, mais à propos de ce rêve-là, à la fin de ce rêve, il renvoie justement, évidemment après, puisque c'est en 1911 dans la formulation, donc c'est évidemment une note tardive. Alors il donne ce rêve d'une manière un tout petit peu différente. Il a rêvé de façon répétée
Son père était de nouveau en vie et il parlait avec lui comme autrefois. Donc c'est ça qui est très important d'ailleurs, c'est il parlait avec lui comme autrefois, vissons, je dirais plutôt comme d'habitude, comme à l'accoutumée en quelque sorte, hein, comme si de rien n'était. C'est très important, me semble-t-il, que le père parle comme si de rien n'était, parce que c'est le signe même, en quelque sorte, qu'il ne s'est aperçu de rien. Que le souhait qui lui a été dissimulé de telle sorte qu'il ne l'a pas flairé, en quelque sorte. Hein. Bon, donc il est tout à fait important que quand le père revient, il fasse mine de rien, en quelque sorte. Bon. S'il était plus suspicieux ou plus réservé ou plus etc. Bon, ça serait pas très bon pour ce qui nous occupe. Bon. Mais en même temps, il ressentait, c'est-à-dire le rêveur, de façon extrêmement douloureuse que pourtant son père était déjà mort, et seulement il ne le savait pas. Donc il n'y a pas d'autre moyen pour un c'était un absurde d'ajouter selon son désir ou par suite de son désir, là il donne demande selon ou par suite, c'est là que Lacan est allé chercher, après le mot que pourtant le père était mort, etc. Bon, la pensée du rêve est alors, il lui était douloureux de se souvenir qu'il n'avait pu s'empêcher de désirer pour son père mort comme délivrance lorsque celui-ci vivait. Il s'agit alors du cas bien connu de reproche qu'on adresse à soi-même après la mort d'une personne aimée. Et oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. Et le reproche renvoie à la signification infantile du désir de mort dirigé contre le père. Mais non, attends, je sais pas, j'ai rêvé. Ah non, je suis passé trop vite là. Il lui était douloureux de se souvenir qu'il n'avait pu s'empêcher de désirer pour son père la mort, entre parenthèses comme délivrance, lorsque celui-ci vivait encore. Et il ajoute, ce qui est, semble-t-il, une autre ligne d'interprétation ou d'explication, et comme ça aurait été terrible si son père s'en était douté. S'il en avait eu le pressentiment, pas exactement, enfin oui, c'est Ahnen, s'il s'en était douté. Hein, bon. Comme ça aurait été terrible, comme ça aurait été effroyable, un schrecklich. Hein, bon. Bon, alors c'est assez bizarre parce qu'il glisse ça en ajoutant en quelque sorte, alors qu'il focalise l'affaire justement sur le reproche et le désir infantile de parricide, etc. Bon, et il glisse ça en fin de phrase en quelque sorte, et il me semble que c'est une toute autre ligne de compréhension de ce rêve qui s'ouvre ainsi, c'est-à-dire que ce qui est effroyable et ce qui est dénié, disons pour dire les choses rapidement comme ça dans le rêve, c'est précisément que le père aurait pu s'apercevoir, que le père aurait pu se douter justement de ce souhait du fils, qui pour le père aurait été un désir, justement. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il ne le sait pas, c'est pour ça qu'il rêve. C'est pour ça qu'il ne sait pas, c'est pour ça qu'il rêve qu'il ne sait pas, et qu'il rêve que son père lui parle comme si de rien n'était, etc., etc. Il faut surtout que le père, la seule chose qu'il faut en quelque sorte, c'est pour ça que c'est le nour dans le... La seule chose qu'il faut, c'est que le père ne le sache pas. Hein. Bon. Sache pas quoi, alors c'est là que l'interprétation se trouve. Mais je voudrais revenir sur cette différence que tu as soulignée entre une façon de considérer le rêve comme un objet achevé qui est livré à l'interprétation, même si c'est une interprétation sans fin, qui peut revenir sans cesse sur elle-même, et l'effort que je fais pour essayer de saisir le rêve dans son présent. Il y a un présent du rêve. Et la formule que j'ai trouvée il y a 3 semaines, ou un mois, c'était « le rêve se fait au fur et à mesure ». Je suis assez content de cette phrase, pourtant c'est du français assez simple, parce que elle marque... Tu l'as dit la dernière fois. Hein. Je l'ai déjà dit. Oui, parce que c'était encore proche, plus proche de l'invention. Là. Mais c'est important parce que cette formulation insiste sur le fait que, même si on pourra après coup faire venir le désir infantile de tuer le père et toutes sortes de choses qui existent ou qui n'existent pas, ça permet de se concentrer à nouveau sur ce moment qui est un moment, on pourrait dire, d'improvisation à certains égards inquiète de ce que fait le rêveur quand des images sont suscitées pour lui, ou ce qu'il croit être des images, parce qu'en réalité il n'y a pas vraiment d'images, on ne sait pas ce qu'il y a, mais il croit qu'il y a des images, et c'est au fur et à mesure que ces images, sous l'influence en effet de motivations diverses, prennent telle ou telle forme, et le moment où
le rêveur rencontre son père qui est mort et qui ne le savait pas, c'est un moment d'une hésitation, d'une ambiguïté, d'une équivoque qui est tout à fait précieuse et qui n'a pas lieu, qui vaudrait, selon moi, il ne faudrait pas se précipiter à réduire. Mais là, tu veux dire des trucs. Non. Ah oui, à propos de la non-précipitation, Freud lui-même refuse un peu, enfin, a l'air d'éloigner un peu cette histoire de culpabilité, étant donné qu'il rabat un tout petit peu toutes les histoires de rêve au fait que quand on rêve de mort, même de mort qui sont proches, en fait, c'est de notre propre mort qu'on rêve. C'est ce qu'il dit juste après. Il enchaîne là-dessus, il rabat l'explication qui était une explication très culpabilisante quand même, avec la façon dont le rêveur argumentait sa propre culpabilité, etc., au fait, non, finalement les morts c'est tout simple, on rêve de sa propre mort quand on rêve de la mort. J'ai trouvé que c'était bizarre que ce soit juste après une explication qui était aussi fouillée, que vienne quelque chose. Non, mais c'est le dernier paragraphe. Le dernier paragraphe, il rassemble des trucs, mais il se termine par la formule en disant j'ai bien l'impression que tout ceci reste parfaitement mystérieux. On se défend ainsi contre cette identification, on nie qu'il s'agisse de sa propre mort. Oui, non, d'accord. Là, c'est rabattre quand même beaucoup d'explications dire ça. Oui, ou c'est ajouter. Ce qui est au cœur de ce rêve, c'est ce qu'il appelle l'ambivalence. Oui. L'ambivalence qui est précieuse, l'ambivalence. Je voudrais que mon père cesse de souffrir, je voudrais pas qu'il sache que je désire qu'il cesse de souffrir. Oui, bien sûr. Je voudrais pouvoir le voir encore vivant. Ce qu'il appelle ambivalence, dans d'autres passages, il me semble que ça sera... Enfin, c'est pas une interprétation sans fin que ça appelle, mais une sorte de suspens, plutôt d'interprétation. Mais, enfin. Mais je sais pas en plus si c'est complètement contradictoire, parce que par exemple, je sais pas si on pense même chez Aristote au processus de l'empathie, il dit bien que par exemple dans ces processus d'empathie qui ont lieu par exemple au théâtre, etc., il y a une possibilité de... Enfin, je veux dire, on souffre de la mort des personnages ou de la souffrance des personnages parce qu'on s'identifie à une certaine distance aussi. Enfin, on voit en spectacle à une certaine distance sa propre souffrance ou sa propre mort. Donc ça se trouve dans cette empathie qui est liée à la culpabilité, etc., il y a quelque chose qui n'est pas étranger à notre souffrance ou à notre peur à nous, mais qui ne lui est pas forcément contradictoire. Enfin, je ne dis pas que c'est contradictoire, je dis que que ça rabat les choses de façon moins sophistiquée. Non, mais il est extrêmement ingénieux et prodigue d'explications. Il nous dit aussi que quand ça passe de la vie à la mort, c'est que justement le rêve essaie de montrer qu'on est indifférent à la vie ou à la mort, donc qu'il vive ou qu'il meure, je m'en fous en quelque sorte. Bon, enfin, il est pas à court de... D'ailleurs, ce qui est en jeu, et en effet, on comprend que Lacan ait beaucoup spéculé là-dessus, c'est la mise en place par moment, mais c'est qui constitue qu'une partie de l'entreprise, c'est la mise en place d'une espèce de combinatoire ou de logique du rêve par laquelle on pourrait surprendre la façon dont il combine les éléments. Même une algèbre du rêve qui, quand il dit non, parce que le rêve ne sait pas dire non, il ne sait pas exprimer la négation, selon Freud, alors lorsqu'il dit non, il veut dire autre chose. Il y a une espèce de il y a une mise en place extrêmement séduisante que Lacan a essayé de systématiser d'une combinatoire ou d'une algèbre. Les phénomènes de boucle, moi, ce qui me frappe, c'est l'autoréférence. Comme en logique. On a l'impression qu'il y a différents niveaux qui se... C'est aussi pourquoi, me semble-t-il, il pense justement que le rêve ne peut pas créer de paroles. En particulier ici, je m'étais interrogé justement dans le premier rêve sur le trait de l'interrogation. C'est-à-dire c'est assez difficile de représenter justement une interrogation, de représenter plastiquement, en quelque sorte, une interrogation. Hein. Bon, je
pense que Freud se débrouillerait en disant qu'il y a des moyens certainement. Oui, parce qu'il veut dans le rêve, justement, tout doit passer justement donc par une représentation plastique en quelque sorte. Bon. Et donc il y a des tas de difficultés. Donc il dit par exemple, bon, la question du rêve, c'est comment traduire un article de journal, en images purement et simplement en quelque sorte. Bon, et c'est là qu'il trouve alors des tas de moyens qui passent de l'un à l'autre. Il me semble que c'est une raison pour laquelle, si le rêve serait incapable justement par ses propres moyens de produire une interrogation, par exemple, pourquoi les paroles du rêve sont des paroles venues de l'extérieur en quelque sorte. Ce sont des paroles déjà toutes faites, semble-t-il. J'ai rien compris. Non, bon, t'as compris? Ah oui, il y a des super schémas. Ouais, il y a des schémas. J'ai pas compris, parce que dans le rêve, l'enfant pose une question. Père, ne vois-tu pas que je brûle? Ben oui, mais c'est déjà pas mal. Et oui. Ça c'est ce que Freud ne peut pas concevoir que le rêve fasse par ses propres moyens, en quelque sorte. Ben, tant pis pour lui. Il ferait mieux de l'accepter. Il ferait mieux, ça le mettrait sur... Mais bon, il n'aurait pas découvert la psychanalyse, du coup... Non, mais il y a aussi toute l'idée que de la représentabilité, etc. Enfin bon, à l'intérieur du rêve, la question, c'est pas de penser, c'est de penser en images, en quelque sorte. C'est de transformer toutes ces pensées, de les traduire en images sous la forme d'un rébus, etc., etc. Bon, ça aussi, c'est quelque chose donc qui est très prégnant et qui... Oui, qui n'est pas sans rapport, me semble-t-il, avec le fait que les paroles dans le rêve sont des paroles plaquées, quoi. Ouais, j'ai du mal à concevoir. Pardon, juste un mot, je voudrais dire, parce que pour les ignorants, s'il en est, il n'y en a pas, mais bien sûr que c'est un des thèmes moteurs de l'interprétation des rêves, que cette idée de la régression vers les images, que le moment du rêve est un moment de la régression vers les images. Et donc, il faut bien que tout soit transcrit en image. Bon, pardon, excusez-moi. Non, moi c'était à propos du présent du rêve. Je voulais savoir si ça avait à voir avec ce que vous appelez le présent du rêve. Qu'est-ce qui a à voir avec le présent du rêve? Tout ça, c'est de régression, l'inconscient. Qu'est-ce que vous appelez vous-même le présent du rêve? Non, ça n'a rien à voir. Mais moi, ce que j'appelle, c'est très marginal. C'est ma façon de le voir. Je le trouve chez ces psychologues comme Maury, Delboeuf, Hervé de Saint-Denis, Freud dans une grande partie de l'interprétation des rêves. C'est la façon de s'intéresser à ce qui arrive au dormeur dans ces quelques instants où il croit voir des images, où il croit voir son père, où il croit voir ceci et cela, et où a lieu une interprétation sous le signe d'une relative urgence. Alors, c'est là-dessus que j'attire l'attention, et là, il n'y a pas lieu d'avoir recours à l'inconscient ou à des choses de ce genre, mais à cette situation particulière de la conscience qui est à moitié éveillé, ou aux 2/3, aux 3/4, ou j'en sais rien du tout, et sous le coup de diverses pensées, du désir de dormir, de l'urgence de se réveiller, parce que ça joue aussi. Freud y fait allusion, vous savez, quand on se couche en sachant que le lendemain matin il faut se réveiller à 7h, et on se réveille à 7h, enfin, la plupart des gens sont comme ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a bien quelque chose en nous qui est éveillé, qui vient nous tirer par les oreilles, on nous dit tu avais dit que, c'est l'heure. Donc c'est ce caractère événementiel du rêve qui est très différent de ce qu'est un rêve lorsqu'il est condensé en quelques lignes de récit que l'on peut soumettre à interprétation. Si c'est pas clair. Non, mais c'est pour ça qu'on avait choisi le premier rêve en particulier, puisque Freud nous dit justement le premier rêve, il a ce site particulier. C'est qu'il s'explique entièrement, et d'ailleurs c'est pas très compliqué, tout le monde l'avait trouvé avant lui, il s'explique entièrement à partir des circonstances du rêve, ou des conditions préalables dans lesquelles il se passe. Ces conditions d'ailleurs, je voudrais juste une petite remarque, c'est qu'elles sont assez remarquables, c'est-à-dire que ce père qui va dormir dans une chambre attenante, à côté, dans une chambre, mais en laissant la porte ouverte, pour avoir l'œil sur la chambre mortuaire, me semble représenter assez bien justement les rapports du sommeil et de la veille en un certain sens. C'est-à-dire que le sommeil, il est bien retranché d'une certaine façon, il est bien à côté, mais il y a une ouverture, il est ouvert
Et en particulier, bon, il va voir, va lui arriver dans l'œil la lumière, etc., etc. Et il est ouvert à quelque chose qui n'est pas seulement d'ailleurs matériel, la lumière qui vient lui arriver. Hein. Mais si la lumière lui arrive aussi, c'est qu'il s'est endormi, il a, comme dit Freud très bien, emporté avec lui dans le sommeil, hein, la préoccupation que le gars là-bas, il pourrait bien ne pas être à la hauteur. Hein. Bon, donc il a aussi, c'est pour ça que je dirais, il avait presque le reproche de dormir à l'intérieur de son sommeil, en quelque sorte. Hein. Je suis absolument enchanté de cette image, de savoir que on pourrait dire la chambre du rêve est une chambre où la porte est ouverte sur le réel. Vous pouvez noter cette phrase. Elle est superbe. Et la semaine prochaine, on va lire un texte plus théorique de Freud. Qui s'appelle... C'est les 5 conférences sur la psychanalyse. Voilà. Ça s'appelle... Enfin, pour Freud, ça s'appelait Sur la psychanalyse. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, oui. Mais bon. À la fois prochaine. Oui. On vous a pas laissé assez parler, mais bon, alors...